Alors, bienvenue à tous pour ce nouveau format webinaire, du coup, sur le sujet de la prime de partage de la valeur, dont on a beaucoup entendu parler. C'est le deuxième webinaire qu'on anime. On en avait fait un premier en février sur le CSE, auquel vous aviez peut-être assisté. Donc c'est un format qu'on essaye de mettre en place. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours pour nous dire ce que vous appréciez, ce que vous appréciez moins, voilà, pour que nous on s'améliore au fil des séances. C'est pas un exercice qu'on a l'habitude de faire, donc on est à l'écoute de toutes les remarques qui pourront nous aider à faire mieux les prochaines fois. Il y a le chat aussi. Ouais, voilà, du coup, les micros sont coupés pour que la présentation soit plus simple, mais du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions pour les poser dans le chat. Et on y répondra au fil de la présentation. Le but, c'est que ce soit assez vivant, que ce soit agrémenté de vos questions. Tout à fait. Voilà. Donc, on a choisi de vous présenter ce sujet de la prime de partage de la valeur parce qu'il suscite beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'entreprises qui souhaitent la verser, la mettre en place, ou tout simplement qui se posent des questions. Parce que c'est quand même un dispositif où il y a quand même beaucoup de conditions à remplir, beaucoup de modalités. Donc ça soulève des questions. Étant donné qu'il y a des exonérations, il faut bien entrer dans le dispositif pour ne pas risquer un contrôle URSSAF. Donc on a envie de faire plaisir à nos salariés, de les motiver, mais en même temps, on ne veut pas se mettre en défaut en cas de contrôle URSSAF. Donc là, nous, le but de notre présentation, ça va être de vous exposer tout le dispositif pour que vous puissiez mettre en place cette prime de la manière la plus sécurisante, ou au moins que vous puissiez en connaître les contours et ensuite pouvoir nous solliciter sur votre projet plus précis de versement de la prime pour que ce soit le plus adapté à votre entreprise. Donc, une petite présentation de la mise en place en fait de la prime qui a été instituée par la loi du 16 août 2022 qui s'appelle la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Elle a été mise en place avec plein d'autres mesures en fait visant à booster le pouvoir d'achat des Français face à la période d'inflation qu'on connaît. Et en fait, cette loi est venue pérenniser ce qu'on appelait avant la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, la PEPA, aussi connue sous le nom de prime Macron. Et en fait, elle est venue la renommer en prime de partage de la valeur. Alors, comme d'habitude, quand on a une loi, on lit le texte et on se dit, en fait, il y a encore plein de questions en suspens. Comment on peut la mettre en place alors qu'il nous manque plein de précisions? Et donc là, on a attendu assez longtemps cette fameuse instruction ministérielle qui est parue le 10 octobre 2022 et qui vient nous préciser beaucoup des conditions et des modalités d'application de ce dispositif, même si il y a encore quand même quelques questions qui restent en suspens qu'on vous exposera. Donc, petit rappel sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui va nous aider en fait à comprendre le dispositif de la PPV parce que finalement, il y a quand même la majorité des points qui sont repris. Donc, c'est bien d'avoir en tête ce qui était avant la PEPA. Donc, petit rappel historique, elle a été mise en place la première fois par la loi du 24 décembre 2018 suite au mouvement des Gilets jaunes où là aussi on avait des revendications sur le pouvoir d'achat. Donc, pour faire face à ces revendications, du coup, on avait l'Assemblée nationale et le Sénat ont créé en fait cette loi pour permettre aux employeurs de verser exceptionnellement une prime à leurs salariés qui serait non imposable et pas soumise aux cotisations sociales. Donc c'était tout nouveau parce qu'en vigueur, il n'y avait aucun dispositif qui permettait une telle exonération. Donc on pouvait verser cette prime dans la limite d'un montant de 1 000 €.
Et cette exonération pouvait s'appliquer uniquement pour les salariés qui percevaient une rémunération annuelle égale à moins de 3 SMIC. Donc le but, l'esprit de cette prime, c'était vraiment de favoriser les plus bas salaires afin de booster leur pouvoir d'achat, donc en réponse directe aux revendications des Gilets jaunes. Donc le versement était possible de la fin d'année 2018 jusqu'au 1er avril 2019. Donc voilà, initialement, cette prime, c'était pour répondre à cet événement particulier et donc c'était un one-shot. Et finalement, elle a été reconduite en 2020, là plutôt pour faire face au contexte de l'épidémie de Covid-19, où là, on avait c'était ce dispositif qui était reconduit, mais avec quand même avec des assouplissements. On pouvait verser jusqu'à 2 000 € de prime sous certaines conditions, et on avait aussi un assouplissement dans les conditions de versement. Donc là, on pouvait verser cette prime jusqu'au 31 décembre 2020. Donc rebelote, le dispositif s'est arrêté, on ne pensait pas qu'il serait reconduit encore, et finalement, il a été un peu victime de son succès, et donc le dispositif a à nouveau été mis en place par une nouvelle loi, avec une fenêtre de versement assez large, puisqu'on a pu la verser du 1er juin 2021 au 31 mars 2022. Donc là, vous avez peut-être versé des primes exceptionnelles de pouvoir d'achat déjà au début de l'année 2022. Donc voilà pour ce bref rappel sur la PEPA, pour commencer. Alors maintenant, ce dispositif de prime de partage de la valeur, on va vous préciser un peu son champ d'application, à qui il peut s'appliquer, dans quelles entreprises, etc. Donc, on rappelle quand même que c'est un dispositif facultatif. C'est l'employeur et lui seul qui décide s'il veut la verser ou non. Il n'y a rien de contraignant pour lui. Par contre, s'il décide de la mettre en place, il va rentrer dans le dispositif et devra se soumettre aux conditions d'application qui sont prévues par les textes. Donc, la prime de partage de la valeur, elle peut être versée en France métropolitaine et en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, pour un peu d'exotisme. Par contre, elle n'est pas applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna, en terres australes et Antarctique française. Je pense qu'il n'y a aucun de vous qui est concerné par ces territoires d'outre-mer. Qui peut verser la PPV? Donc, quelles entreprises peuvent la verser? Donc, c'est tous les employeurs qui remplissent les conditions pour mettre en place un accord d'intéressement. Donc, ça peut être les employeurs de droit privé, les EPIC, les EPA, quand ils emploient du personnel de droit privé. Donc, pour ces établissements publics à caractère administratif, ils pourront la verser uniquement s'ils emploient du personnel de droit privé. Et s'ils remplissent cette condition et qu'ils veulent la verser, tout le personnel sera éligible au versement de la prime. On a aussi les ESAT qui peuvent verser une prime aux travailleurs handicapés. Autre point, lorsque l'employeur a décidé de verser la prime de partage de la valeur à ses salariés, quels vont être les salariés éligibles au versement de la PPV? Donc, on l'a vu avec Charlotte, verser la PPV, c'est facultatif, mais lorsqu'on décide de le faire, tous les salariés de l'entreprise doivent en bénéficier. Et on va devoir apprécier ce critère. Donc, ce sera tous les salariés titulaires d'un contrat de travail, soit à la date de versement de la prime, soit à la date de dépôt auprès de la DDETS, de l'accord qui met en place la PPV, ou à la date de signature de la décision unilatérale si la prime est mise en place par ce biais. Ce sera plus souvent le cas dans les petites entreprises. Ce sera cette mise en place via la décision unilatérale de l'employeur, DUE, qui sera privilégiée. Et du coup, l'accord ou la DUE qui met en place la prime devra expressément préciser quels sont les salariés éligibles selon ces deux critères-là. Donc, c'est au choix finalement, c'est soit ceux qui sont titulaires d'un contrat au moment où on verse la prime ou au moment où on acte de la prise de la DUE ou de l'accord. Et ça va permettre du coup ce critère potentiellement soit d'intégrer ou d'exclure des salariés. L'agent public qui serait bénéficiaire de la prime, il doit aussi relever l'établissement public à l'une de ces dates si le versement de la prime est prévu dans l'EPIC
ou dans l'EPA. Les mandataires sociaux qui sont titulaires d'un contrat de travail et les apprentis sont aussi des bénéficiaires de la prime comme tous les autres salariés. On ne peut pas donc les exclure. C'est une situation un petit peu rare, les mandataires sociaux qui cumulent un mandat social de dirigeant et en plus un contrat de travail au titre de fonction technique. Donc c'est assez rarement rencontré. Le dirigeant, le président de SAS, par exemple, qui a seulement un mandat et un bulletin de paye au titre de ce mandat, est salarié droit de la sécurité sociale, mais n'est pas titulaire d'un contrat, n'est pas salarié au sens du droit du travail et ne pourra pas s'octroyer aussi le versement de cette prime. Ça, c'est important de le rappeler. On a beaucoup plus la question sur les apprentis, par contre. Oui. Peut-être la question à laquelle on a le plus répondu. Oui. Est-ce qu'on est obligé de verser à l'apprenti Oui, l'apprenti qui va être là que certaines semaines en entreprise, peut-être là depuis quelques mois, il va être aussi bénéficiaire, comme les autres salariés, de la PPV. Après, on pourra voir éventuellement pour lui verser un montant moins important puisqu'il est là depuis moins longtemps dans l'entreprise. Donc, plus précisément, et pour rappel, les bénéficiaires de la PPV sont les suivants. Les salariés d'entreprise privée, qu'ils soient en CDI, en CD, en temps partiel ou en temps complet. Ça aussi, c'est important de le préciser. Le personnel des EPIC, l'ensemble du personnel des EPA à partir du moment où ils emploient du personnel de droit privé, comme le disait Charlotte. Et enfin, les travailleurs handicapés qui bénéficient d'un contrat de soutien et d'aide par le travail qui relèvent des ESAT. Donc là, on vient de voir tous les salariés qui sont éligibles à la PPV dès lors que l'entreprise décide de la verser. Qu'en est-il? Ah, exact. Le plus génial. Alors, est-ce que l'accord d'intéressement est une condition préalable? Alors non, il n'y a pas de condition. En fait, je vous ai peut-être un peu embrouillé quand je vous ai parlé de l'intéressement. C'était juste pour vous dire que les employeurs qui peuvent mettre en place la PPV sont ceux qui sont en capacité de conclure un accord d'intéressement, tout simplement. Mais ce n'est pas une condition préalable. On verra juste plus tard que ce sera une condition pour pouvoir verser un montant plus important de primes exonérées. Oui. En tout cas, ce n'est pas une condition préalable. Les stagiaires. Est-ce que les stagiaires sont éligibles à la PPV? Eh bien, les stagiaires ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, donc ne vont pas être éligibles à la PPV. Quand bien même ils auraient un stage d'au moins 2 mois au terme duquel ils doivent être rémunérés, puisque c'est une obligation, ce n'est pas pour autant qu'on va devoir leur verser la PPV dans l'entreprise. Voilà. Il y a une dernière question. Sommes-nous obligés de faire une DUE? On va voir le formalisme ensemble, mais oui, effectivement, il faut un acte fondateur du versement de la prime. Soit c'est un accord, soit c'est une décision unilatérale de l'employeur. On est obligé de noter effectivement par écrit toutes les conditions d'attribution de la prime. Et c'est un document qui sera réclamé en cas de contrôle URSSAF. Donc c'est très important de le faire et de veiller à sa rédaction. C'est ça. De le faire bien. Alors ça, on a une autre question qui va être abordée juste après. Donc on va laisser un peu de suspense. Non, on ne va pas faire de spoil. Ouais, c'est ça. On a vu les salariés qui vont devoir être bénéficiaires de la PPV si son versement est décidé en entreprise. Qu'en est-il des intérimaires mis à disposition de l'entreprise? Eh bien, eux aussi, attention, hein, ils doivent être bénéficiaires de la PPV qui est mise en place dans l'entreprise utilisatrice. Donc ça, c'est super important et je pense que assez souvent, voilà, il y a des clients qui passent à côté. Et c'est bien prévu par le texte et aussi par l'instruction. Et les intérimaires en mission, ils vont bénéficier de la prime dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l'entreprise utilisatrice, sous réserve éventuellement d'avoir prévu de moduler le montant de la prime selon certains critères, bien sûr. Ils sont venus un jour dans l'entreprise, ils ne vont pas avoir le montant entier de la même façon que les autres. Mais ils sont bénéficiaires de la prime, il faut bien l'avoir en tête. Et donc l'entreprise, vous clients qui avez d'éventuels intérimaires,
qui décidez de verser la PPV à vos salariés permanents, vous avez l'obligation de communiquer sans délai à l'entreprise de travail temporaire dont relèvent les salariés mis à disposition un certain nombre d'informations. D'une part, la fameuse décision unilatérale ou l'accord qui institue la prime. Vous devez également leur communiquer l'identité des salariés intérimaires concernés par le versement de la PPV, qui remplissent les conditions d'octroi de la prime. Et aussi préciser le montant de PPV pour chacun de ces intérimaires et la date à laquelle vous avez prévu de verser la prime dans votre entreprise. Donc, toutes ces informations-là doivent être communiquées à l'entreprise de travail temporaire, qui, si elle est dotée d'un CSE, va devoir l'informer. Donc, c'est l'entreprise de travail temporaire qui va verser la prime aux salariés mis à disposition, selon les conditions, modalités fixées par l'accord ou la DUE. Mais bien sûr, ils vont vous refacturer le montant de prime versée. Et cette prime versée à l'intérimaire, elle va pouvoir bénéficier des exonérations, on va vous expliquer après, si bien sûr les conditions prévues pour en bénéficier sont remplies par l'entreprise utilisatrice. L'intérimaire aussi aura droit au régime social et fiscal de faveur prévu pour cette prime. Alors, on a une question par rapport à un groupe d'entreprises. Est-ce que la prime est la même en holding et en société fille ou pouvons-nous différencier? Alors non, la prime elle est mise en place au niveau de la société. Donc du coup, vous pourrez faire une décision unilatérale pour chaque société. Comme on le verra après, on peut même en faire pour chaque établissement. Donc, oui, il ne faut pas raisonner groupe, je pense, c'est société par société. C'est ça. Après, voilà, vous pouvez avoir la volonté d'uniformiser quand il y a un sentiment d'appartenance qui est le même entre les différentes sociétés du groupe. Mais en tout cas, il n'y a aucune obligation. Vous pouvez même verser à une société, pas à l'autre. Oui, tout à fait. C'est assez libre à ce niveau. Alors, autre sujet concernant le montant de la prime. Alors, le montant de la prime, il est fixé librement par l'employeur. On n'a pas de montant plafonné, on peut verser la somme qu'on veut. Mais finalement, qu'est-ce qui vous intéresse en tant qu'employeur dans cette prime de partage de la valeur? C'est qu'elle est exonérée de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu. C'est ça, en fait, qui rend le dispositif intéressant. Donc, finalement, c'est ces limites d'exonération qui vont déterminer le montant que vous allez verser à vos salariés. Donc, ces limites d'exonération, elles sont de 3 000 ou 6 000 euros selon le cas. Donc, ça, on le verra après. Donc, finalement, c'est un peu ça qui va vous limiter qui va être déterminant dans le montant que vous déciderez de verser, tout en sachant que c'est déjà des montants importants. Comme on vous l'avait dit au début, dans la première version de la prime exceptionnelle, on avait un montant de 1 000 euros. Donc là, c'est quand même x3, voire x6 selon les cas. Donc, ça vous laisse déjà une marge de manœuvre importante. Donc, comme on vient de le dire, ça, c'est l'instruction qui nous l'a précisé. On peut verser des montants de primes différents selon les établissements. Donc, on peut imaginer faire une seule décision unilatérale dans l'entreprise et différencier les établissements, ou alors faire 2 décisions unilatérales différentes. Mais voilà, en tout cas, on pourra verser des montants différents selon les établissements, et on peut aussi en verser un et pas l'autre. Donc là, il n'y a pas de risque au niveau juridique. Après, il faudra voir d'un point de vue social si les établissements sont pas vraiment distincts et qu'ils sont situés à côté, que les salariés changent beaucoup entre eux. Si vous en versez à l'un et pas à l'autre, c'est plus à ce niveau que ça pourra poser question qu'au niveau du risque de redressement URSSAF. Donc, c'est vraiment le versement de la prime, il est à réfléchir dans son ensemble et pas juste en fonction du risque URSSAF, mais aussi des retombées que ça peut avoir sur les salariés. Une autre question. On verse la prime même pour les intérimaires qui ne sont plus dans l'entreprise au moment du versement de la PPV. En fait, comme je le disais tout à l'heure, on va devoir déterminer les salariés éligibles à la PPV selon ce qui est indiqué dans la DUE ou l'accord. C'est les salariés titulaires d'un contrat, soit à la date de versement de la prime,
dans l'entreprise, soit à la date de prise de la DUE ou de signature de l'accord. Donc, c'est ça le critère. Il faut regarder si à ce moment-là, à l'un ou l'autre de ces moments, celui qu'on aura choisi, est-ce que mes intérimaires étaient titulaires d'un contrat? Si oui, ils sont éligibles. Ensuite, on verra si la prime est modulée selon un temps de présence effective au cours des 12 derniers mois, on va sans doute pouvoir leur verser moins qu'aux autres. Mais c'est ça le critère déterminant. Après, c'est des questions plus précises, on pourra revenir vers vous sur les intérimaires. Hein. Ouais, là, il y a notamment une question sur les salariés mis à disposition avec la spécificité des entreprises de conseil. Je suis pas sûre que les salariés mis à disposition soient éligibles. On va se le noter, on le vérifiera. Parce que c'est vrai que pour les entreprises qui placent des salariés dans d'autres entreprises, c'est plus spécifique. Oui, on va se le noter, on viendra. N'hésitez pas à nous faire un mail à ce sujet pour qu'on regarde correctement. Vous devez avoir, je pense, l'adresse de mail de l'une de nous trois. N'hésitez pas, on va essayer de bien présenter le cadre général sur les peut-être plus les spécificités, on reviendra vers vous. Alors, il y a aussi la question de la rémunération maximale pour bénéficier de l'exonération. Parce que ça, c'est une notion qu'on avait dans la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, dans les trois anciennes moutures. Donc, contrairement à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, il n'y a pas de rémunération maximale pour bénéficier de l'exonération. Mais entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, pour toutes les PPV qui seront versées sur cette fenêtre de temps, quand le salarié aura perçu au cours des 12 derniers mois précédant le versement une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC, on aura une exonération plus étendue. Donc, c'est vraiment pour faire la transition entre le dispositif de la PEPA et le dispositif pérenne de la PPV, tel qu'il sera à partir du 1er janvier 2024. Ça, on vous l'expliquera plus en détail tout à l'heure aussi. Donc, comme on vous le disait tout à l'heure, on va avoir une limite d'exonération de principe à 3 000 € par salarié et par an, mais cette limite d'exonération pourra être de 6 000 € si on remplit en fait des conditions supplémentaires. Donc, premier cas, quand on met en œuvre un accord d'intéressement ou un accord de participation, et là, on va distinguer les entreprises de plus de 50 et les entreprises de moins de 50. Tout simplement, en fait, parce que on va pouvoir bénéficier de ce plafond de 6 000 € si au préalable, on a fait quelque chose en plus pour nos salariés, quelque chose qui n'était pas obligatoire. Donc, pour les entreprises de plus de 50 qui ont l'obligation de mettre en place la participation, on ne va pas dire OK, vous avez mis de la participation, donc vous pouvez verser 6 000 parce que tout simplement, c'est une obligation pour vous. Donc, on va venir regarder si vous avez fait quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus, c'est la mise en place d'un accord d'intéressement. Donc, si vous avez mis en place un accord d'intéressement, vous pourrez verser une prime à vos salariés et qui pourra être exonérée jusqu'à 6 000 € par salarié et par an. Donc, il faut concrètement que l'accord d'intéressement ait été conclu avant le versement de la prime pour que vous puissiez entrer dans ces conditions d'exonération plus favorables. Et pour les entreprises de moins de 50 qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place de la participation, elles pourront bénéficier de ce plafond de 6 000 € si elles mettent en place la participation volontaire ou si elles mettent en place un accord d'intéressement. Donc là, on a eu quelques précisions de l'instruction ministérielle qui vient nous dire que pour l'accord de participation ou d'intéressement, il doit produire ses effets au titre du même exercice que celui de versement de la prime. Donc concrètement, c'est soit vous avez déjà un accord en cours, soit vous avez conclu un accord avant le versement de la prime. Donc si vous l'avez conclu juste avant, il ne sera pas encore entré en application, mais il aura été conclu, donc ça marche aussi. Le dépôt de l'accord d'intéressement, il doit intervenir dans les délais qui sont prévus par le Code du travail. Par contre, ce dépôt qui est un peu en décalage de la conclusion de l'accord, s'il est réalisé après, ce ne sera pas un obstacle pour que vous puissiez bénéficier de l'exonération. C'est vraiment la date de conclusion de l'accord qui va être regardée.
On nous précise aussi que c'est pas nécessaire que vous ayez versé en fait une prime d'intéressement pour pouvoir verser une PPV, tout simplement parce que vous pouvez avoir un accord d'intéressement en cours et où le versement d'une prime d'intéressement sera conditionné par la réalisation de certains objectifs. Si les objectifs n'ont pas été atteints, on n'aura pas de versement de prime d'intéressement, mais pour autant, on pourra verser une PPV, tout simplement parce qu'on a un accord d'intéressement qui est en cours. Et si on nous précise aussi que si on vient remettre en cause a posteriori les conditions de l'accord d'intéressement par les autorités administratives, donc que ce soit l'inspection du travail ou les URSSAF, ce sera sans impact sur l'exonération de la prime de partage de la valeur. Donc c'est pas parce qu'on aura un redressement sur la prime d'intéressement qu'on aura un redressement sur la PPV. Donc là, on a vu qu'on pouvait bénéficier du plafond d'exonération de 6 000 € si on avait un accord d'intéressement ou de participation selon l'effectif de l'entreprise. Mais il y a aussi d'autres possibilités d'en bénéficier. Ça va être notamment pour les associations et les fondations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général. Elles ne sont pas tenues à la mise en place d'un accord de participation volontaire ou d'intéressement pour bénéficier de ce plafond. Elles y sont éligibles de droit. Et enfin, les ESAT, qui ne sont pas en capacité juridique de conclure un accord d'intéressement, eux aussi peuvent bénéficier de droit de ce plafond majoré de 6 000 €. Alors, encore des questions sur les plafonds. Alors, les montants des plafonds sont-ils calculés par année civile sur un délai spécifique? Oui, la PPV, en fait, il faut raisonner sur l'année civile. C'est ça. Donc, effectivement, les plafonds de 3 000 et 6 000, ce sera aussi sur l'année civile. Voilà. En général, on fait une DUE par année civile. C'est ça. Maintenant, on va parler de la différenciation éventuelle du montant de PPV entre les salariés. Donc, l'employeur qui décide de verser la PPV, il va la verser à tous ses salariés. On a vu ensemble le montant maximum qu'on pouvait verser. Est-ce qu'on peut moduler ce montant? Première solution, on décide de verser la même somme à tous les salariés. Deuxième option, qui est souvent la plus choisie, on va vouloir moduler le montant de cette prime versée selon certains critères. Et c'est rendu possible par la loi et par l'instruction. Il y a 5 critères qu'on peut utiliser. Sous l'égide de la PEPA, il y avait 4 critères de modulation possibles. Là, sous la PPV, on a un 5e critère à notre disposition. Donc, ils sont les suivants. La rémunération du salarié, le niveau de classification du salarié, l'ancienneté dans l'entreprise. Donc, c'est le nouveau critère qu'on a en plus, puisqu'auparavant, on ne pouvait pas utiliser ce critère-là. Ça a été créé tout spécialement pour la PPV. L'instruction nous en dit pas beaucoup plus sur la façon d'utiliser ce critère. C'était un peu décevant. Quand on a reçu l'instruction, on pensait pouvoir en savoir un peu plus. À la fois aussi, ça veut dire qu'on est un petit peu plus libre de l'utiliser comme on le souhaite. 4e critère, la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié. Et enfin, la durée de présence effective du salarié pendant l'année écoulée, et plus précisément sur les 12 mois qui précèdent le versement de la prime. Donc ces 5 critères, on a la possibilité de les combiner, d'en utiliser plusieurs. Attention à ne pas prévoir non plus quelque chose qui soit complètement impossible à comprendre et à déchiffrer par l'URSSAF en cas de contrôle, parce que plus on applique de critères, plus ça devient compliqué et donc sujet à litige et à interprétation. Alors, par rapport aux critères de la durée de présence effective, il faut savoir que certaines absences du salarié vont compter comme de la présence et ne vont pas réduire le montant de la prime à lui verser. C'est les absences qui sont précisées de congé maternité, congé adoption, congé de paternité d'accueil de l'enfant, le congé parental d'éducation également, congé pour enfants malades, congé de présence parentale, absence dans le cadre de don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade ou décédé. Bon, les derniers cas, c'est des cas qu'on rencontre un peu moins souvent, mais bien retenir congé mat,
congé paternité et congé parental d'éducation. Les salariés qui vont être absents pour l'un de ces motifs sur les 12 mois qui précèdent le versement de la prime, on ne pourra pas leur réduire la prime à ce titre. Donc, on ne peut pas utiliser d'autres critères de modulation. C'est totalement exclu, on le rappelle. Et en fait, ces critères, on est finalement quand même assez libre sur la façon de les utiliser, comme on le disait, mais ça ne doit pas conduire à créer une inégalité de traitement entre les salariés. Ça, c'est vraiment important. Et l'employeur, il va devoir en justifier des critères qu'il a choisis, de la façon dont il les a utilisés. Il pourra être amené à en justifier déjà en interne dans l'entreprise. Ça va peut-être soulever des interrogations de la part des salariés. Pourquoi est-ce qu'on verse plus à ceux qui sont mieux classés ou qui sont mieux payés? Il faut pouvoir aussi en justifier. Et si un contentieux survient devant les juges, il faudra que l'employeur puisse apporter des raisons objectives et pertinentes pour justifier de l'utilisation de ces critères. Qu'est-ce qui a fondé sa décision d'attribuer plus à ceux qui sont moins bien classés ou mieux classés dans la grille de classification conventionnelle? Je ne sais pas si je l'ai précisé. Voilà, il faut pouvoir en justifier. Et il ne doit pas avoir d'inégalité de traitement qui soit créée. Et ça, c'est super important. Et justement, là, ce dont je vous parle à l'instant, ça émane d'une décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui a été rendue en mars 2022 sous l'égide finalement de la PEPA. Ce n'était pas la PPV, mais on peut le transposer assez facilement. Et c'était par rapport aux critères de la classification. L'employeur a dû justifier pourquoi j'ai attribué tel montant à ceux classés de la sorte et un autre montant aux autres. Et il a été retoqué, l'employeur, sur cette affaire-là. Donc, attention vraiment à la façon dont vous utilisez ces critères. Par rapport à l'ancienneté, il n'y a pas de précision dans l'instruction, mais on peut tout à fait prévoir des paliers, c'est-à-dire moins d'1 an d'ancienneté, 1 000 €, de 1 à 3 ans, etc. Il faut quand même que ce soit cohérent. On ne peut pas dire moins de 6 mois d'ancienneté, 50 €, plus de 6 mois, 3 000 €. Il faut qu'il y ait une cohérence parce que voilà, sinon ça va créer justement cette inégalité de traitement. Donc attention vraiment aux paliers que vous pouvez choisir. Et si l'application d'un critère de modulation, par exemple, de durée de présence sur l'année écoulée, ça aboutit à verser à un salarié 0, là, on vous conseille vraiment de prévoir dans la DUE un montant palier de prime pour cette situation-là. Si vous décidez d'attribuer la PPV en la modulant selon le temps de présence effectif et vous voyez très clairement, il y en a un qui n'était pas là de l'année, on ne va pas lui verser 0. Il faut prévoir lui verser un montant minimum, justement pour bien respecter les conditions d'attribution de la prime. Sous l'égide de la PEPA, il y avait une précision dans l'instruction qui justement, ça permettait à un salarié absent toute l'année, on verse une PEPA modulée sur le temps de présence, on pouvait lui verser 0. Là, ça n'a pas été repris par l'instruction sur la PPV, donc voilà, on verse à tout le monde et tout le monde a un montant de prime, même celui absent toute l'année. On essaye vraiment de vous présenter les choses pour que vous puissiez la mettre en place de façon totalement sécurisée. C'est ça. Donc, ça, on trouvait que c'était un moyen de sécuriser à ce niveau. Voilà, en versant quand même un petit quelque chose, donc en n'excluant pas le salarié du versement. Voilà, pour pallier à cette absence dans l'instruction. Il y a malgré tout... Ah pardon, une question. J'étais sur ma slide. Alors, peut-on réserver la prime aux salariés les moins bien payés? Oui, tout à fait, c'est possible. C'est ce que je vais expliquer dans le slide suivant. C'est la seule possibilité, voilà, d'exclure des salariés. On va pouvoir exclure ceux qui sont le mieux rémunérés et c'est l'employeur qui détermine ce seuil. Ouais, on a exactement la même question. Avec le critère de rémunération, je peux exclure les salariés ayant une rémunération. Voilà, c'est vrai que j'étais en train de dire tout le monde doit avoir la prime, personne ne doit avoir 0, sauf l'exception que j'allais aborder. Ça. Tout à fait. C'est la seule... Ah, il y a encore une. Peut-on supprimer les primes? Ça, on le verra. On le verra. Mais la prime de partage de la valeur, c'est du plus. C'est pas, elle remplace quelque chose qui était déjà en vigueur dans l'idée. Donc voilà, il y a malgré tout une possibilité d'exclure des salariés du versement de la PPV, c'est d'exclure ceux qui sont les mieux payés dans l'entreprise. Donc on peut attribuer la prime
seulement à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond. Et c'est l'employeur qui fixe librement ce plafond. Ce n'est pas nécessairement le seuil des 3 SMIC qui va déterminer cette exclusion de 2 salariés. Et donc, à l'inverse, on ne va pas pouvoir réserver la prime aux salariés dont la rémunération est supérieure à un certain niveau. On avait la prime de pouvoir d'achat, la prime de partage de la valeur, elle a la même vocation, c'est de verser à tout le monde ou à ceux qui ont le moins. Et donc on ne peut pas exclure les salariés du versement sur la base d'autres critères que celui-ci. Par rapport à la question qu'on a eue. Voilà, tout à fait. Oui, la prime de partage de la valeur, c'est du plus. Il y a ce principe de non-substitution qui existait déjà en matière de PEPA et qui a été repris aussi pour la PPV. La prime, elle ne peut pas se substituer à un élément de rémunération qui était versé jusque-là par l'employeur ou qui va devenir obligatoire en vertu d'une règle légale, une règle contractuelle ou un usage de l'entreprise. On ne peut pas non plus substituer la PPV à des augmentations de salaire ou à des primes qui étaient prévues par un accord salarial, le contrat ou les usages dans l'entreprise. On a mis quelques petits exemples, ça pourra répondre à la question qu'on a eue juste avant. La prime, elle ne peut pas se substituer ou venir en diminution des primes habituelles versées dans l'entreprise, telles qu'un 13e mois, une prime de vacances, de congés ou une prime de Noël, ou toute autre prime versée obligatoirement ou habituellement par l'employeur. On ne peut pas non plus se dire, eh bien, les salariés qui avaient des primes de résultats dans l'entreprise ou des primes de performance, on va venir la remplacer par la PPV pour bénéficier du régime social et fiscal de faveur. Non, ça, c'est pas possible. La PPV, c'est du plus et tous les avantages qui existaient auparavant sont maintenus, qu'ils soient prévus par le contrat, l'accord de branche, un accord d'entreprise ou par la loi. Voilà, c'est vraiment un principe super important, ça, ce principe de non-substitution. Et en cas de contrôle URSSAF, c'est aussi quelque chose que va regarder le contrôleur. Voilà, vous avez versé la PPV, il va regarder comme il fait un contrôle sur 3 ans, ça en cours, c'est ça. Il va regarder ce qui était versé auparavant et il va vérifier que vous l'avez aussi versé cette année. Donc attention à pas trop jouer avec ça. Et on ne peut pas non plus se dire j'ai un accord d'intéressement dans l'entreprise, je vais verser la PPV sous forme d'un supplément d'intéressement ou alors un supplément de participation volontaire. Ça aussi, c'est proscrit. Ça peut être un peu étonnant, mais ça va être considéré comme contraire à ce principe de non-substitution. Donc, c'est également à bannir. On verse la PPV, on fait une DUE ou un accord dans l'entreprise. D'autres questions? Plus vigilante que moi. Bon, du coup, pour le remplacement des primes trimestrielles versées depuis plusieurs années par la PPV, non, c'est pas possible en fait de le substituer. Donc là, on a un cas d'une salariée absente sur l'année complète pour maladie. Dois-je lui verser quelque chose, sachant que nous avons fait le choix du critère présence? Là, comme on vous le disait, pour nous, étant donné que ça n'a pas été repris dans l'instruction, alors que ça l'était dans l'instruction des PEPA, pour nous, c'est une véritable volonté et pas un oubli, en fait. Donc, pour nous, si on utilise le critère de présence sur les 12 derniers mois, on indique que les salariés qui auraient été présents toute l'année et pour qui ça aboutirait à verser 0, on va quand même leur verser un plancher. Par exemple, j'avais fait une DUE il y a quelques temps, j'avais prévu un plancher de 100 € parce que sinon, en fait, si on le verse pas, c'est comme si on utilisait un autre critère que celui du plafond, en fait, du plafond de rémunération pour exclure les salariés. Donc, pour nous, la manière la plus sécurisante, de ne pas se faire redresser, c'est de verser un petit quelque chose aux salariés totalement absents. Par exemple, peut-on verser 500 € pour salaire inférieur à 24 K annuels, puis 300 pour salaire entre 24 et 28 K euros, puis 100 à ceux entre 28 et 32 K, au-delà, pas de prime. Donc, dans ce cas-là, il faudra bien prévoir un critère d'exclusion en indiquant au-delà de 32 K euros, pas de 32 K euros de rémunération, pas de prime de partage de la valeur.
et indiquer effectivement qui aura ce critère de modulation selon la rémunération. On voit qu'en plus, l'idée, c'est de verser effectivement plus à ceux qui sont moins bien payés. Donc, c'est bien conforme au dispositif avec ces planchers. Moi, ça me paraît tout à fait correct. Oui, complètement. Complètement. Est-ce que la prime peut se substituer à des chèques cadeaux? Les chèques cadeaux, est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il y a, l'acte fondateur de mise en place des chèques cadeaux, est-ce qu'il y a un usage dans l'entreprise écrit par rapport au versement chaque année à Noël de chèques cadeaux? Et ça fait 10 ans qu'on verse des chèques cadeaux dans l'entreprise. Si c'est le cas, on ne dénonce pas un usage du jour au lendemain. Oui, il n'y a pas d'écrit, vous nous dites, mais voilà, si c'est depuis 10 ans comme ça. Oui, attention, parce que voilà, vous voulez faire plaisir en offrant la PPV, mais vous supprimez à côté un autre avantage. Donc, il vaut peut-être mieux verser moins de PPV et maintenir les chèques cadeaux, ce sera peut-être mieux perçu en plus. Comment calculer le montant de la rémunération d'un salarié sur 12 mois? Alors ça, c'est pas précisé, je l'ai relu hier. Justement, l'instruction indique pas, voilà, on peut moduler la prime selon le critère de rémunération, mais quelle rémunération on prend? La rémunération nette, ce serait pas pratique. La rémunération brute, mais le salaire de base, le salaire incluant les heures sup, c'est pas précisé. Donc, je pense qu'on a un petit peu de liberté par rapport à ça. Oui, le tout, ce sera bien cadré dans la DUE pour que ce soit facilement vérifiable par le contrôleur ou les juges en cas de contentieux. Si l'employeur décide d'exclure des hauts salaires de la prime, le plafond de 3 fois le SMIC est-il obligatoire ou peut-il être plus élevé? Alors non, il peut être plus élevé. Il n'y a pas de... comme le disait Marie, voilà, c'est vraiment libre. Alors, pour les questions sur le versement, on va y venir. Alors, comment on met en place cette prime de partage de la valeur? On a eu la question tout à l'heure en nous demandant si la DUA était obligatoire. Alors, effectivement, on est obligé d'avoir un acte fondateur écrit pour pouvoir verser cette prime. Donc, elle peut être mise en place par un accord d'entreprise ou un accord de groupe qui sera conclu selon les mêmes conditions, les mêmes modalités qu'un accord d'intéressement. Donc, du coup, cet accord devra être déposé au même titre que les accords d'intéressement sur la plateforme Téléaccord. Donc, dans les petites structures qui n'ont pas de représentants du personnel ou même celles qui ont un CSE mais où il n'y a pas trop de salariés, on préférera plutôt la mettre en place par une DUE, donc une décision unilatérale de l'employeur. C'est plus simple et en plus, on n'a pas à la déposer auprès des services de l'inspection du travail. Par contre, la nouveauté, en comparaison de la PEPA, c'est que l'employeur doit consulter le CSE avant le versement de la prime. Avant, on devait juste l'informer du versement de la prime. Donc, concrètement, on l'informait au moment de la signature en même temps que les salariés. Donc là, ça va nous demander de nous y prendre un peu en amont parce que une consultation du CSE, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les convoque à une réunion, qu'on tient une réunion et qu'on établit un PV de réunion. Donc voilà, il faudra s'y prendre un peu en amont pour pouvoir bien respecter les conditions de consultation classiques du CSE. Donc, qu'est-ce qu'on met dans cet accord ou dans cette DUE? On va tout d'abord préciser le montant de la prime. On précise la date à laquelle est apprécié le critère de présence pour vérifier quels salariés sont éligibles, donc soit au moment de la signature de la DUE, soit au moment du versement. On précise le plafond de rémunération retenu, si on a décidé d'en mettre un pour exclure les salariés qui ont une rémunération supérieure à tel ou tel plafond, il faut bien le préciser. Si on a décidé d'appliquer de la modulation en fonction de certains critères, on les précise et on les explique. On met le calcul même pour que ce soit assez clair. Et enfin, on prévoit la date et les modalités de versement de la prime. Tout ça doit être super précis en fait. Quand on lit la DUE, on doit réussir à comprendre si on prend nos bulletins de salaire de nos salariés, on doit réussir à comprendre combien on va leur verser juste en lisant la DUE. Que ce soit clair en fait pour que quelqu'un qui ne l'ait pas mis en place, le cas du contrôleur URSSAF par exemple, puisse le comprendre de manière assez lisible et que même nous, dans 2 ans, quand on sera contrôlé, qu'on ne se dise pas « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai voulu dire ?» Même moi, je ne comprends pas comment j'ai abouti à ce calcul. Donc voilà, que ce soit assez clair et les salariés, pour prendre connaissance. C'est ça, pour qu'ils comprennent combien
qui lisent leur bulletin et qui lisent la DUE et qui comprennent pourquoi on leur a versé ce montant. De toute façon, hein, ça ça vaut pour la PPV, mais pour tout. Enfin, en droit, il faut que ce soit lisible et que ça laisse pas place à de l'interprétation, parce que c'est ça en fait qui fait naître les contentieux. Donc, la différence avec la PEPA, c'est que la PPV, c'est un dispositif pérenne. Donc, ça va s'appliquer pour toutes les années à venir, ce qui n'était pas le cas avant, parce que la PEPA, à chaque fois, était mise en place par une loi et on avait une fenêtre de versement. Donc, en fait, on faisait une DUE applicable en vertu de la loi du 24 décembre 2018. Donc, c'était un one-shot. Ici, c'est différent, c'est un dispositif pérenne. Donc, si vous la mettez en place et que vous ne précisez pas qu'elle va s'appliquer, par exemple, pour l'année 2022, et ben, en fait, elle s'appliquera pour une durée indéterminée. Donc, vous devrez la verser tous les ans dans les mêmes conditions. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est de faire une DUE pour l'année civile, quitte à reconduire de la même façon pour l'année suivante et pour l'année d'après, à refaire un document. En soi, ça prend pas trop de temps, c'est pas trop compliqué. S'il y a un CSE, il faut le consulter, mais c'est beaucoup plus sécurisant que de prendre une DUE pour une durée indéterminée, parce qu'on ne sait pas dans quelle situation économique sera notre entreprise. Donc, du coup, c'est mieux d'avoir de la visibilité sur un an et de se reposer la question chaque année. On va avancer un peu sur le support et on prendra les questions à la fin. Alors, on avait des questions concernant le versement de la prime. Donc, cette PPV, elle peut être versée à compter du 1er janvier 2022. Et les modalités de versement, comme on l'a dit, doivent être précisées dans la DUE. Donc, la prime peut être versée en une ou plusieurs fois dans la limite d'une fois par trimestre au cours de la même année civile. Donc, on ne peut pas prévoir un versement mensuel. C'est une fois par trimestre maximum. Donc, les critères d'attribution de la prime, il reste, si on décide de faire un versement en plusieurs fois, les critères d'attribution seront les mêmes pour chaque échéance de versement. Et les salariés embauchés après qu'on ait pris la décision unilatérale ne seront pas éligibles, et ce, même s'ils sont présents sur les autres versements de l'année. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a plusieurs versements, mais une seule prime. Donc, les critères, on les détermine au moment du versement, au moment de la signature. Et en fait, on va les appliquer comme si on avait versé la prime qu'en une fois. On peut même la calculer dès le départ. Ouais, d'ailleurs, simplement le versement qui se fait. C'est simplement le versement qui est décalé. Donc, si on a un salarié qui est éligible, mais qui quitte l'entreprise avant que tous les versements aient eu lieu, donc là, on a une précision de l'instruction qui vient nous dire que le reliquat de prime sera versé avec le solde de tout compte. Donc là, on pourra verser avant ce qui a été prévu. Donc, c'est la seule exception au versement trimestriel, par exemple, qui aura été mis en place. Le montant de la prime, il doit obligatoirement figurer sur le bulletin de paye et sur une ligne spécifique. Parce que c'est ça que le contrôleur demandera. Donc, il faut bien veiller à le mettre sur le bulletin, et ce, même s'il y a des exonérations de cotisations et de charges, du coup, qui impliquerait qu'on n'ait pas besoin de reverser des cotisations, donc pas forcément besoin que ce soit sur le bulletin, mais c'est quand même obligatoire. Tout à fait. On va voir maintenant ensemble un point important, les conditions d'exonération sociale et fiscale de la PPV. Si les conditions de la PPV sont respectées, donc tout ce qu'on vient d'énoncer en matière de rédaction de la DUE, application des critères de modulation, la prime versée va bénéficier d'un régime social et fiscal de faveur, on va le voir, qui sera plus ou moins favorable en fonction de la date de versement et aussi du montant de la PPV. On l'a vu avec Charlotte, il y a des plafonds possibles de versement de primes. Et ce premier principe, c'est que le montant de prime est exonéré par année civile et par salarié dans la limite donc, de 3 000 € et 6 000 € pour les cas qu'on a vus ensemble qui sont un petit peu plus rares. Et on l'a dit aussi, c'est plus généreux qu'en matière de PEPA où on avait au départ un plafond de 1 000 €
qui avait pu aussi être rehaussé à 2 000 €. Donc, si on respecte ce plafond de primes par année civile et par salarié de 3 000 € dans le cas général ou 6 000, on va avoir donc les bénéfices d'un régime social et fiscal. Et il faut savoir pour les cotisations et contributions sociales, ce plafond d'exo va s'apprécier au niveau de chaque employeur. En revanche, en matière fiscale, le plafond d'exo, il s'apprécie par salarié bénéficiaire. Donc ça, l'employeur n'a pas forcément connaissance si son salarié bénéficie par ailleurs d'une PPV au titre d'un autre emploi. Donc, il le traite au regard de sa situation à lui dans l'entreprise. Et la prime qui va dépasser, selon les cas, donc 3 000 ou 6 000 €, elle, pour l'excédent, va être soumise à charges sociales et à impôt sur le revenu. Donc ça, c'était le premier principe. Pour bénéficier du régime d'exo fiscal et social, il ne faut déjà pas dépasser le montant de plafond de prime, 3 000 ou 6 000. Ensuite, il y a d'autres conditions qui vont venir interagir sur ce régime social et fiscal, sachant que le législateur il a prévu 2 périodes. L'idée, c'est de booster le versement des PPV par les entreprises dans le cadre de cette première période qui a commencé le 1er juillet 2022 et qui va s'éteindre au 31/12 de l'année prochaine. Donc, premier cas de figure, je verse durant cette période-là. On va distinguer à l'intérieur de cette période pour déterminer le régime social et fiscal selon que le salarié concerné par le versement, il bénéficie d'une rémunération qui est inférieure à la valeur des 3 SMIC ou une rémunération qui atteint cette valeur ou la dépasse. Dans le premier cas, le salarié a une rémunération plutôt modeste, il bénéficie d'une PPV. Cette PPV, elle va être exonérée d'impôts sur le revenu, de cotisations sociales, salariales et patronales qui sont listées sur le support, exonérée également de CSG, CRDS, de participation à l'effort de construction, taxes d'apprentissage et toutes les autres contributions en matière de formation professionnelle. Il faudra simplement vérifier pour ce salarié-là si toutefois il avait bénéficié de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en 2022, on pouvait la verser jusqu'au 31 mars. S'il est concerné par un versement de PEPA sur 2022, on va devoir regarder qu'au global, les 2 primes cumulées n'excèdent pas 6 000 €. Si c'est le cas, l'excédent va être soumis à impôt. Bon, ça c'est situation qu'on peut rencontrer. Moi, j'ai pas forcément eu le cas chez mes clients. 6 000 €, c'est quand même. Ouais. Sachant que la PEPA était jusqu'à 2 000 €. Oui, donc, voilà. C'est vrai, effectivement, que oui, tu as raison de le préciser. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Durant la période 1er juillet 2022, 31/12, mon salarié avait une rémunération plutôt modeste. Deuxième cas, je suis face à un salarié qui a une rémunération qui atteint ou dépasse 3 fois la valeur du SMIC. Alors lui aura aussi sa prime de partage de la valeur exonérée de charges sociales, salariales et patronales, mais en revanche, elle sera assujettie à CSG, CRDS, à la charge du salarié, à impôt sur le revenu, et dans les entreprises d'au moins 250 salariés au forfait social, au taux de 20% pour la part qui est exonérée de cotisation. Ce régime-là, il faut bien le garder en tête, puisque c'est vraiment le régime qui va être applicable à tous à compter du 1er janvier 2024, quand l'employeur versera une PPV, c'est le régime qui sera applicable. Donc, cette imposition à CSG, CRDS à impôt sur le revenu. Comment on va apprécier cette fameuse valeur des 3 SMIC, vous voyez, qui fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre en matière d'impôt et de CSG, CRDS? On va devoir comparer la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 mois qui précèdent le versement de la prime, d'une part. On va comparer ce montant à celui de la valeur du SMIC. C'est cette fameuse 3 fois la valeur du SMIC, sachant qu'on va prendre les SMIC applicables à chaque moment présent. Le SMIC a beaucoup évolué ces derniers temps, donc c'est un calcul un peu compliqué à faire. Et cette valeur des 3 SMIC, elle est proratisée en cas de temps partiel du salarié, ou s'il y a eu des absences du salarié, ou s'il est rentré aussi en cours d'année. C'est pas simplement je prends mon SMIC brut mensuel x12 x3, non, c'est plus compliqué que ça. Déterminer cette valeur annuelle du SMIC, elle est vraiment propre à chaque salarié. Et d'ailleurs, voilà, sur ces 3 SMIC aussi,
on ne va pas le majorer par rapport à des heures complémentaires ou supplémentaires effectuées par le salarié. Donc, on aura d'un côté notre rémunération du salarié sur 12 mois, incluant d'éventuelles heures sup ou complémentaires, qu'on va comparer à une valeur du SMIC, à 3 fois le SMIC, qui ne sera pas lui augmenté de ces heures supplémentaires. Donc, parfois, ça pourra faire justement pencher la balance et faire qu'un salarié va atteindre cette valeur des 3 SMIC et va justement voir sa PPV soumise à CSG-CRDS et à impôt sur le revenu. Notre logiciel de paye peut sortir un état, justement, salarié par salarié, sur les mois que vous souhaiterez. On pourra voir les salariés qui ne bénéficieront pas d'une exonération totale de leur PPV, mais devront payer de la CSG-CRDS et de l'impôt. Ça, c'est quelque chose que notre logiciel de paye peut fournir. Donc, n'hésitez pas à revenir vers votre gestionnaire de paye pour avoir un peu le visu de quels sont ces salariés qui sont bien rémunérés dans l'entreprise et qui vont peut-être justement être concernés par ce régime-là. Voilà. Donc ça, c'est cette période transitoire 1er juillet 2022, 31 décembre 2023, pour booster le versement de ces PPV, encourager les entreprises. Le régime deviendra en rythme de croisière à compter du 1er janvier 2024, où là, quelle que soit la rémunération du salarié, le régime social et fiscal sera identique. On n'aura plus besoin de regarder ce qu'a perçu le salarié, et la prime, elle sera exonérée de cotisations sociales. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qui ne bouge pas, hein. La prime, elle est exo de charges sociales, salariales et patronales. Donc, c'est plutôt quelque chose d'assez avantageux, contrairement à la PEPA qui n'était pas systématiquement. Là, c'est immuable, ce principe. Donc, exo de cotisations sociales, de participation à l'effort construction, taxes d'apprentissage, toutes les contributions liées à la formation. Mais en revanche, la PPV est versée à compter du 1er janvier 2024, quel qu'en soit le montant, quel qu'en soit le niveau de rémunération du salarié, elle va être assujettie à CSG-CRDS, à l'impôt sur le revenu, et dans les entreprises d'au moins 250 salariés, aussi au forfait social. Et en fait, ce régime social et fiscal applicable à partir de 2024, il a vraiment été calqué sur ce qui existe en matière d'intéressement et participation. Pour ceux qui en ont chez eux, ça doit vous devez trouver des similitudes. C'est le même régime social et fiscal dès lors, bien sûr, que le salarié décide de percevoir immédiatement sa prime d'intéressement ou de participation et qui ne souhaite pas la placer. On est sur un régime social et fiscal qui est identique et c'est la volonté, voilà, je pense, du gouvernement d'avoir créé ce dispositif pérenne dont pourra bénéficier l'employeur et qui a vraiment le même régime social et fiscal pour faire un petit peu un outil parallèle à l'intéressement à la disposition des entreprises. J'espère que ça aura été clair, c'est un petit peu technique, ouais, le régime social et fiscal. Un petit point sur, en gros, qu'est-ce qu'on risque si on respecte pas toutes les conditions fixées par les textes. Ça, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée parce que vous, en tant qu'employeur, c'est comme ça que vous raisonnez en termes d'analyse du risque. Et donc là, on a eu des précisions par l'instruction qui sont plutôt rassurantes sur comment se déroulera un contrôle URSSAF en cas de non-respect des conditions. Donc, si le contrôleur il vient chez vous, il regarde votre DUE et il se dit mais vous n'avez pas totalement respecté les conditions, dans un premier temps, il va vous inviter à régulariser la situation. Donc, si vous vous conformez à ce qu'il vous demande de faire, vous n'aurez pas de redressement. Donc, en gros, c'est une première mise en demeure. À défaut de régularisation de votre part, on aura un redressement qui pourra être fait dans les mêmes conditions que les redressements qu'on fait si on ne respecte pas le caractère obligatoire et collectif en gros de la complémentaire santé, où en fait on est autorisé à réduire le redressement à proportion des seules erreurs commises par l'employeur. Donc en gros, on va réduire le redressement aux cotisations et contributions sociales qui sont dues sur les sommes qui n'ont pas été versées et qui auraient dû être versées,
au titre de la PPV ou les sommes qui excèdent les conditions et limites prévues par la loi. Concrètement, si vous ne respectez pas les conditions, on ne va pas redresser toutes les sommes que vous avez versées au titre de la PPV. C'est ça qui nous faisait un peu peur. En tout cas, selon cette instruction, ce ne sera pas le cas. Donc, si vous avez omis de verser, omis sciemment ou non, ça c'est pas notre problème. Si vous avez omis de verser des sommes, en fait, le contrôleur va faire une moyenne du montant de prime qui aurait dû être attribué et du nombre de salariés omis, et c'est sur ça que vous serez redressé. Si vous avez fait de la modulation, alors que vous ne pouviez pas en faire, bah là on va regarder l'écart, et c'est sur ça que vous serez redressé. Et donc les sommes versées en excédent, ce seraient celles qui auraient été versées à des salariés qui excéderaient le plafond de rémunération défini par l'entreprise ou des primes que vous aurez versées en substitution d'un autre élément de salaire, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc là, c'est sur ça que vous serez redressé. Donc, quand la fraction de prime excède le plafond d'exonération, là encore, vous serez redressé que sur la part excédant les 3 000 ou 6 000 euros. Des fois, en matière de contrôle URSSAF, on redresse dès le premier euro. Ici, ce ne sera pas le cas. Donc, un contrôle qui sera quand même assez bienveillant. Donc, qui nous fait dire que si des fois, on hésite un peu, on dit bah, « je tenterais bien ce critère, mais je ne sais pas trop comment ce serait perçu par le contrôleur », finalement, dans votre analyse, vous pouvez vous dire « bon, on peut le tenter parce que finalement, voilà, si ce n'est pas bon, on nous invitera à régulariser dans un premier temps. » On n'est jamais à l'abri parce que voilà, ils sont pas. C'est pas une instruction n'est pas totalement contraignante pour le contrôleur, mais voilà, ça nous donne un peu l'esprit qui sera les instructions qui seront données au contrôleur sur ces contrôles. Là, on va peut-être passer un peu plus vite. C'est des précisions qui nous ont été données par l'instruction. Des précisions assez utiles pour ceux qui feraient les bulletins de paye et les employeurs de manière générale. Est-ce que la PPV est prise en compte au titre de certains sujets? Par exemple, pour calculer l'indemnité de fin de contrat, l'indemnité de rupture du contrat, est-ce qu'on va devoir la prendre en compte dans le calcul de cette indemnité? Et ben, en matière d'indemnité de fin de contrat de CDD, contrat de mission, on ne va pas inclure dans la rémunération qui va servir à déterminer le montant de cette indemnité due, on ne va pas inclure la PPV versée aux salariés. Pareil pour d'autres indemnités de rupture du contrat. Toutefois, il y a une précision sur l'indemnité de licenciement. Il y a deux cas de figure. On va regarder si la PPV est versée depuis plusieurs années de manière récurrente et régulière. Si c'est le cas, on va, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, on va devoir l'intégrer à l'assiette de la rémunération qui sert à calculer le montant de cette indemnité de licenciement. Ça majorera par voie de conséquence l'indemnité de licenciement à verser d'une manière minime puisque elle est versée sur un mois de l'année, donc elle va majorer à raison d'un 12e. En revanche, si c'est une PPV qui a été versée pas de manière récurrente, une fois, une année, puis 1 ou 2 années plus tard, voilà, là, l'employeur qui va licencier un salarié qui aurait bénéficié d'une PPV ne va pas prendre en compte le montant de la PPV qui a été versée dans l'assiette de la rémunération qui sert au calcul de cette indemnité de licenciement. En matière de participation et d'intéressement, on sait là aussi que la PPV, elle doit être prise en compte au titre de la participation. En matière d'intéressement, l'employeur a quand même la possibilité de neutraliser ce montant de PPV versé. On va l'aborder rapidement après avec Charlotte. Et sur les exonérations sociales dont pourrait bénéficier l'entreprise, il faut savoir que le montant de PPV versé ne va pas rentrer en compte dans le calcul de ces exonérations de cotisations sociales, par exemple la réduction Fillon. Elle n'ouvre pas le droit non plus à d'autres exemptions, exonérations, la PPV. Voilà. À noter quand même, si vous avez, voilà, pour information, pour les salariés bénéficiaires du RSA ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de la prime d'activité, ils vont être tenus de déclarer le montant de PPV qu'ils ont perçu. Et ça va être pris en compte pour le calcul de leurs droits. En matière d'assurance chômage, on attend une précision, mais comme c'était le cas pour la PEPA, on devrait aussi tenir compte du montant de PPV dans le calcul du salaire journalier de référence, vous savez, qui sert de base de calcul à l'allocation d'assurance chômage. Voilà, c'était quelques
précision. Et pour finir, on voulait juste vous faire une petite précision sur la neutralisation de la prime de partage de la valeur dans le calcul de l'intéressement. Par principe, si rien n'est précisé dans l'accord, la PPV elle est prise en compte dans le calcul de l'intéressement et de la participation volontaire. Donc, si l'accord d'intéressement ne prévoit rien, on la prend en compte en fait quand on calcule notre intéressement. À noter que l'accord de participation ne peut jamais contenir une clause de neutralisation de la prime. Donc, cette clause de neutralisation de la prime, elle peut être prévue dans les accords uniquement d'intéressement, donc, et par exception. Mais voilà, il faut bien que ce soit prévu dans l'accord. Ça, c'était juste en fait une petite info pour que peut-être que vous en parliez, si vous avez de l'intéressement, à ceux qui les rédigent dans votre entreprise ou à ceux qui les calculent, peut-être pour voir si si on l'intègre ou pas, et si on a un accord en cours, il faudra passer par un avenant si on veut la neutraliser. C'est pas l'employeur qui pourra décider de lui-même de la neutraliser. Ça pourrait aboutir à requalifier les primes d'intéressement en rémunération de droit commun par les URSSAF, donc à être soumises à cotisation. Voilà, juste pour que vous l'ayez en tête et que vous y pensiez dans la rédaction de vos accords et dans les calculs de vos primes. Voilà du coup ce qu'on pouvait vous dire sur la prime de partage de la valeur. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions plus précises, à revenir vers votre conseil habituel. On va juste voir si on a quelques questions. Alors il n'y en a pas eu trop. Tu as des choses auxquelles on a répondu? Alors on ne peut pas dire qu'on verse uniquement aux salariés de plus de 6 mois d'ancienneté. Alors non, en fait, l'ancienneté, c'est un critère de modulation, mais pas un critère d'exclusion. Donc, vous pouvez juste verser des montants différents selon l'ancienneté, mais pas exclure des salariés parce qu'ils n'ont pas l'ancienneté requise. On peut verser au prorata de présence, mais obligation de verser quelque chose. Voilà, c'est ce qu'on vous précisait. Oui, on pourra faire envoyer le support. Il n'y a pas de souci. Alors, il y avait une question pour une PME de 100 salariés avec un CSE. Peut-on passer par une DUE? Oui, vous pouvez passer par une DUE. En fait, vous n'êtes pas obligé, comme c'est le cas dans certains sujets, où on peut faire une DUE que à défaut de négociation. Ici, vous avez vraiment le choix. Donc, vous pouvez totalement passer par une DUE, d'autant plus que vous devrez consulter le CSE, donc on ne pourra pas vous reprocher de l'avoir fait tout seul de votre côté. Un employé qui aura une prime de 1 000 € alloué à un employé, il touche 1 000 € net et l'entreprise lui coûte 1 000 €. Et ce, avant le 31 décembre 2023. C'est ça. En gros, c'est comme si vous donniez un billet, vous voulez verser 100 €, c'est comme si vous donniez un billet de 100 € à votre salarié. À partir du moment où la rémunération est inférieure à 3 fois la valeur du SMIC, c'est vrai que la situation, elle se rencontre c'est quand même déjà très élevé, 3 fois le SMIC. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que d'ici le 31/12/2023, effectivement, pour les salariés qui ont des revenus assez modestes ou moyens, on va dire, 3 fois la valeur du SMIC, c'est même très élevé d'ailleurs, on pourra verser une PPV, exonérée de charges sociales dans tous les cas, et aussi qui sera exonéré de CSG, CRDS et d'impôts, puisque on n'est pas face à un salarié qui a une rémunération qui atteint cette valeur des 3 fois le SMIC. Donc le salarié, vous donnez effectivement 1 000 € et le salarié percevra 1 000 €. Ça apparaîtra en bas du bulletin de paye du salarié. Le code de saisie de la PPV sur Paybi, on ne va pas être en capacité de vous le donner. Je me surestimais un petit peu sur notre connaissance du logiciel. N'hésitez pas à vous rapprocher de la personne référente de votre gestionnaire de paye qui le connaîtra parfaitement. Tu peux faire un recours sur les modalités de modulation. Uniquement les salariés ou l'URSSAF également. Oui, les deux. Tout à fait. Mais là, l'instant T, c'est les salariés tout de suite qui vont vous challenger sur cette PPV, déjà en vous demandant de leur la verser, et ensuite ils vont devoir prendre connaissance de la DU que vous aurez rédigée, donc ils vont voir un petit peu ce qui a été prévu. Potentiellement, vous aurez des remarques, des observations ou des questions. Et puis ça pourrait aller plus loin au compte. Voilà. Vraiment, c'est des deux côtés, quoi. Oui, s'il y a un CSE, ça peut être aussi accaparé par le CSE et ça peut être abordé.
Si la DUE donc fixe comme éligibilité la date de versement de la prime et que des salariés ne font plus partie de l'effectif, est-ce qu'on est tenu de leur verser cette prime? Et ben s'ils font plus partie de l'effectif, par exemple si on me dit la prime sera versée aux salariés présents au moment du versement de la prime et qu'on verse la prime le 30 novembre 2022, si le salarié n'est plus là, il ne sera pas versé. Voilà, s'il était présent au moment de la date de versement de la prime, si c'est le critère que vous avez choisi, il en bénéficie. C'est ça. Et c'est ce qu'on disait, on va pouvoir lui la verser. Si vous avez prévu plusieurs versements, on pourra anticiper ces versements pour ce salarié-là et lui verser l'intégralité dès son départ au moment du solde de tout compte. Là, j'imagine votre question, c'est peut-être si il y a plusieurs versements. Par exemple, on prend la date d'éligibilité au moment du premier versement de la prime. Si le premier versement est le 30 novembre, et non, là, ça va pas parce que c'est un versement par trimestre. Mais si c'est sur le trimestre et qu'entre-temps, le salarié est parti, on devra lui verser tout le montant de la prime au moment du solde de tout compte. Donc, avant, il aura son montant total avant les autres salariés. En fait. C'est permis par l'instruction de lui verser du coup en avance pour solutionner le problème. Peut-on verser un montant de PPV aux intérimaires différents des salariés de même catégorie? Ce n'est pas un critère qui est prévu. Non. Mais voilà, l'intérimaire, il va pouvoir avoir un petit peu moins. Si on utilise le critère de présence. Voilà, généralement, les intérimaires, parfois, ils sont présents tout autant que les autres, mais aussi, ça arrive assez souvent qu'ils soient là que quelques jours. Donc, avec le critère de modulation de la durée de présence, on pourra leur verser moins. Mais voilà, les critères de modulation, il y en a 5. On ne peut pas en utiliser d'autres. On ne peut pas tenir compte de cette qualité de salarié intérimaire pour verser moins. Voilà, je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Merci. Merci pour vos retours. Vos retours, ça fait plaisir parce qu'on ne sait pas trop, on est derrière notre écran, donc des fois on s'embrouille dans nos mots, on se dit oh là là, je suis pas claire. Donc, voilà, on espère qu'on a été assez clair pour vous. Le but c'était vous présenter ça de manière assez générale. Et bien sûr, nous on est là après pour vous accompagner. Bien sûr, on rédige les décisions unilatérales, on vous accompagne pour calculer les montants, on peut même faire des simulations de montants selon application de tel ou tel critère, pour que vous puissiez piloter le versement de la prime comme vous le souhaitez. Et donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci pour tous vos retours. Merci, c'est très gentil. C'est top. En espérant vous revoir lors d'un prochain webinaire ou peut-être par téléphone ou par mail. Vous avez nos mails qui sont repris, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. On vous remercie pour les échanges. Merci beaucoup à tous. On a un peu débordé, donc bon appétit à tous. Au revoir. Au revoir.